Bonjour chers élèves. Alors toujours avec la quatrième partie, le développement et perspectives d'évolution. Avant de commencer, je vous invite à télécharger le document concernant le cours lacunaire et l'utiliser en parallèle avec la vidéo pour mieux comprendre. Pour la leçon d'aujourd'hui, on va commencer par un rappel de ce qu'on a fait déjà. Après, on va parler de la relation entre la croissance et développement, le développement durable, notion de ce développement. Ensuite, on va parler de typologie et pluralité des situations de ce développement. Et finalement, les indicateurs du sous-développement. Comme vous savez, la croissance économique est l'augmentation soutenue pendant une longue période de la production d'un pays. Autrement dit, c'est l'augmentation de la richesse créée par les agents économiques résidents. On peut mesurer la croissance économique grâce au taux de croissance, qui est égal PIB1 moins PIB0 divisé par PIB0 fois 100. Ça veut dire c'est la variation de la richesse créée. Car le PIB, c'est l'agrégat bien sûr de la production, qui mesure la production. Alors le taux de croissance mesure la variation de la production ou de la richesse créée par les agents économiques résidents. En revanche, le développement, c'est l'ensemble des changements structurels au niveau économique, social, culturel et politique qui accompagnent et entretiennent la croissance économique. L'IDH ou l'indice de développement humain, c'est un indicateur de développement. C'est un indice publié par les Nations Unies pour mesurer le développement social et culturel des pays du monde et il est composé de l'espérance de vie à la naissance, concernant la santé, il reflète la situation de la santé dans un pays, la scolarisation ou le taux d'alphabétisation pour refléter la situation de l'enseignement et de l'éducation, et finalement le PIB par habitant, qui donne une vision sur le côté économique d'un pays. On peut dire que la différence entre la croissance et le développement, c'est que le taux de croissance, c'est un phénomène quantitatif. On peut le mesurer en chiffres. On dit que le taux de croissance est 3% ou 2,5%, la richesse créée a augmenté de 2%, tandis que le développement, c'est un phénomène qualitatif qui a des indicateurs comme l'espérance de vie à la naissance, le taux de scolarisation et le PIB par habitant. Maintenant, on va parler de la relation entre la croissance économique et le développement. Premièrement, la croissance doit pouvoir conduire au développement. Alors bien sûr, la croissance doit conduire à long terme au développement. Vous savez que la croissance économique, c'est l'augmentation de la quantité de richesse produite. C'est l'augmentation de la richesse créée, ce qui peut entraîner une augmentation de PIB par habitant. Mais bien sûr, cela à condition que la croissance démographique soit moins forte que la croissance économique. L'augmentation de PIB par habitant conduit à une hausse de revenus par habitant et aussi une hausse des recettes de l'État et des organismes de redistribution en général. Cette hausse de revenus par habitant et des recettes de l'État entraîne une hausse de la consommation et des dépenses publiques, comme les infrastructures, les dépenses de la santé, hausse de la protection sociale et ainsi de suite. Et comme ça, on peut dire qu'il y a une amélioration, une augmentation de la qualité de vie. Ça veut dire qu'on est dans une situation de développement. Aussi, le développement permet à la croissance de se prolonger. Comme on a expliqué, le développement, c'est l'amélioration et l'augmentation de la qualité de vie. Ça veut dire qu'il y a un meilleur niveau de santé de la main-d'œuvre, meilleur niveau d'éducation de la main-d'œuvre, ce qui permet une hausse de la productivité du travail. Aussi, le développement, il s'agit d'une meilleure qualité des infrastructures, l'eau, l'électricité, ainsi de suite.
Alors on peut dire qu'il y a une augmentation des échanges de biens et services grâce à l'amélioration de la qualité des infrastructures. Cette hausse de la productivité du travail et des échanges de biens et services permettent bien sûr d'accroître la quantité de la richesse produite. Alors, bien sûr, ça va entraîner en général une croissance économique. Alors, le développement, bien sûr, permet à la croissance de se prolonger. Le développement durable. Le développement durable correspond au développement qui répond aux besoins présents d'un pays sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Autrement dit, on peut dire que le développement durable, c'est un développement qui assure à la fois la satisfaction des besoins humains des générations actuelles et aussi des générations futures. Alors le développement doit assurer la satisfaction des besoins, pas seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures, pour dire qu'il s'agit d'un développement durable. Notion de sous-développement. Le sous-développement, on peut dire c'est l'état d'un pays caractérisé par la médiocrité du niveau de vie moyen, à laquelle s'ajoutent des problèmes de malnutrition et de famine, une faiblesse de l'espérance de vie à la naissance, un taux encore élevé d'analphabétisme. Ça veut dire, si on dit un taux élevé d'analphabétisme, alors en revanche, c'est la faiblesse de taux de scolarisation, auquel on peut fréquemment associer une forte croissance de la population, et aussi on peut ajouter une répartition particulière des divers secteurs de l'économie, une composition spécifique de la balance commerciale. Typologie et pluralité des situations de ce développement. Alors jusqu'à maintenant, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le développement et le sous-développement. Alors, en général, il y a des pays développés. Il y a en revanche des pays sous-développés. Mais pour le sous-développement, on peut dire qu'il y a une pluralité des situations de ce développement. Commençons par le tiers-monde. Alors, le tiers-monde, c'est une expression utilisée par un économiste français qui s'appelle Alfred Sauvé au début des années 50 pour désigner les pays qui cherchaient une alternative politique et économique face au monde capitaliste et socialiste. Ça veut dire des pays indépendants pauvres ne voulant pas s'intégrer à l'un des deux blocs, les capitalistes et socialistes. Pays en voie de développement. Ce sont en général les pays qui connaissent un certain décollage économique. Ça veut dire des pays qui ont déjà réalisé des étapes vers le développement, mais ils sont encore des pays, bien sûr, sous-développés. Ils ont réalisé seulement ce qu'on appelle un décollage économique. Pays du Sud. En général, ce sont les pays les plus pauvres qui sont généralement situés dans la partie sud des continents émergés. En particulier, l'immense majorité des pays les moins avancés sont situés en Afrique subsaharienne. Pays en développement. Les pays en développement, c'est une expression utilisée par la Banque mondiale pour désigner les pays dans lesquels le processus de développement est amorcé, même si ces pays restent sous-développés en comparaison avec les pays industrialisés. Ça veut dire que ce sont les pays qui ont réalisé un certain niveau de développement, mais on ne peut pas encore les comparer avec les pays industrialisés. Les pays moins avancés. Les pays moins avancés regroupent les pays les plus défavorisés de la planète pour lesquels les mesures particulières doivent être prises.
se caractérise par un faible niveau de revenus par habitant, un taux d'alphabétisation inférieur à 20% et un très faible poids du secteur industriel et des perspectives de développement très limitées. Pays émergents, ou ce qu'on appelle les NPI, les nouveaux pays industrialisés. Alors les nouveaux pays industrialisés ou les pays émergents, ce sont en général les pays à taux de croissance économique élevé. Les pays qui réalisent une croissance économique forte et un taux de croissance élevé, comme par exemple le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde. On peut ajouter aussi ce qu'on appelle les 4 dragons asiatiques. Ce sont Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Alors en général, ce sont les pays qui réalisent un taux de croissance très élevé. Les indicateurs du sous-développement. Comme il y a des indicateurs pour le développement, comme l'espérance de vie à la naissance, le taux de scolarisation et le PIB par habitant, en revanche, il y a aussi des indicateurs du sous-développement. Concernant les indicateurs du sous-développement, il y a des critères ou des caractéristiques de ce développement qui peuvent être des critères économiques, comme la faiblesse de la productivité et du taux d'investissement. Alors bien sûr, les pays sous-développés se caractérisent par la faiblesse de la productivité et le taux d'investissement. Et quand on dit il y a une faiblesse de taux d'investissement, ça veut dire qu'il y a aussi un faible taux d'épargne. Car vous savez que, par exemple, dans le finance indirecte, l'investissement il est financé par l'épargne. L'importance de l'économie informelle, ce qu'on appelle l'économie souterraine, comme le contrebande et le secteur en noir en général. Le commerce des pays du tiers-monde est caractérisé par une spécialisation excessive. Il exporte prioritairement des produits de base, comme des produits agricoles, et importe des biens industriels, ce qui déséquilibre massivement leur balance commerciale. Alors, toujours pour les pays sous-développés, on trouve que la balance commerciale enregistre un déficit commercial suite à la valeur des importations qui dépasse toujours la valeur des exportations, car pour les pays sous-développés, l'export des produits primaires de faible valeur ajoutée, faible contenu technologique, et importe des produits manufacturés ou des biens industriels avec une grande valeur ajoutée, ce qui entraîne un déséquilibre de la balance commerciale, ça veut dire un déficit commercial. Et bien sûr, quand on dit un déficit commercial, on peut parler d'autres problèmes comme la détérioration de la réserve internationale nette et par conséquent une sous-liquidité bancaire, ce qui peut entraîner une diminution des crédits, augmentation de chômage suite à la diminution des investissements et ainsi de suite. Le dualisme économique. Alors le dualisme économique, c'est la coexistence d'activités modernes et traditionnelles à la fois, en même temps. Pour les pays sous-développés, il y a ce qu'on appelle le dualisme économique, c'est l'existence ou la coexistence des activités modernes et traditionnelles sans que les premiers entraînent les secondes. Il y a aussi des critères humains, comme par exemple le phénomène de surnatalité. Il y a aussi la mortalité infantile élevée. Ce sont les décès au niveau des enfants. L'espérance de vie à la naissance, elle est faible, bien sûr. Il y a aussi des critères sociaux, comme une forte croissance démographique, une population jeune, qui entraîne toujours un problème de chômage de plus, car c'est très difficile d'absorber le chômage
avec une population active importante. De plus que la population active elle est importante, il est plus difficile pour l'État d'absorber le chômage. Dualisme social, c'est une inégalité de la répartition des patrimoines et des revenus, surtout par exemple les revenus primaires. C'est l'inégalité et l'injustice à la répartition des revenus, surtout la dispersion ou les inégalités entre les revenus de travail et les revenus de capital. L'insuffisance de la couverture sanitaire, bien sûr, la faiblesse des taux de scolarisation et d'alphabétisation. Aussi, il y a comme un indicateur social de ce développement le chômage, le travail des enfants et ainsi de suite. Alors, merci pour votre attention aujourd'hui et n'hésitez pas de poser des questions, soit sur l'application Classroom ou sur WhatsApp. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.